Yo les curieux, est-ce que vous êtes au courant que notre planète, en ce moment, elle va pas très bien? Non, ça vous dit rien? Réchauffement climatique, tout ça, tout ça? Bon, je vais vous rafraîchir la mémoire, attendez 2 secondes. Ok, au moins maintenant, on est tous d'accord, c'est un peu complètement la merde, en fait. Mais bon, tu vois, il y a quand même des choses qui me remontent le moral, et quand je dis ça, je pense particulièrement à certains films d'animation, comme Princesse Mononoke de Hayao Miyazaki, ou encore Tenkinoko de Makoto Shinkai. Là, je sais, t'es en train de te dire, ok, le mec, il nous baratine, il est en train de dire complètement de la merde, et t'as peut-être raison, en fait. Mais bon, dans cet épisode, je me suis donné le défi de te prouver que les animés peuvent nous sauver. Alors, lâche ton like, respire un grand coup, abonne-toi, clique sur la cloche, et viens avec moi pour découvrir comment. Générique. Suggested if a farmer sees a tree that is unhealthy, they don't look at the branches to diagnose it, they look at the root. So like that farmer, we must look at the root. Pour faire comprendre l'urgence dans laquelle nous nous trouvons, beaucoup de fables écologiques nous plongent dans une réalité tantôt alternative, tantôt futuriste, mais jamais très loin de la réalité dans laquelle nous vivons. Si je te dis de penser au réchauffement climatique, qu'est-ce qui te vient en tête? Perso, montée des eaux, assèchement des cours d'eau et des lacs, raréfaction de certaines espèces végétales comme animales, feux de forêt, et puis en fait je vais m'arrêter là pour éviter de déprimer davantage. Mais du coup, et si je te disais que le monde ne devenait plus qu'un gigantesque désert? Ok, je te l'accorde, c'est un peu exagéré, mais c'est le scénario des Enfants de la Baleine, un magnifique animé que tu pourras retrouver sur Netflix. Le concept est simple, il n'y a plus que du sable à perte de vue, et les humains ayant survécu vivent sur un vaisseau rocher qui se déplace à l'infini sur une mer de sable, au gré de leurs émotions. L'œuvre n'a rien de joyeuse et son univers post-apocalyptique contraste parfaitement avec son dessin innocent à la façon d'un Miyazaki. Et pour cause, Abi Umeda, l'auteur des Enfants de la Baleine, a été l'assistante d'Hayao Miyazaki. Libre à vous de vous faire votre propre interprétation, personnellement j'y vois clairement les effets d'un réchauffement climatique ou d'un épuisement des ressources en eau. Et à ce propos, notre monde est justement issu d'un équilibre fragile, et l'utilisation, ou plutôt la surutilisation de ces ressources naturelles, est largement responsable de la situation dans laquelle nous sommes. Elle est l'une des causes du réchauffement climatique, mais aussi de l'appauvrissement des sols et de leur pollution. Pour s'en rendre compte, rien de mieux que l'animé Darling in the Franxx qui, derrière sa patte méca, nous rappelle que tout pourrait basculer bien plus vite qu'on ne le pense. L'histoire se déroule dans un monde hostile dans lequel les habitants vivent dans des sortes de villes fortifiées et mobiles que l'on nomme des plantations. Elles ont pour but de reconstituer un écosystème naturel car à l'extérieur, tout n'est que sécheresse et danger. Des créatures, qui ne sont rien d'autre que des émanations de la colère de la Terre, sont bien là pour rappeler aux humains le tort qu'ils lui ont causé. Ces questionnements sur les ressources naturelles et leur surutilisation se retrouvent aussi par exemple dans Nausicaa et la vallée des vents. Sous les nuages, l'air est chargé de gaz toxiques. Si ce que tu dis est juste, le seul avenir de l'humanité serait l'extinction. Enfin, une des craintes concernant notre avenir est celle de l'énergie que nous consommons. On n'est pas loin du point précédent, mais ici il est question de l'énergie nucléaire. Et si une catastrophe nucléaire de grande ampleur devait avoir lieu? Le classique Gen d'Hiroshima nous rappelle constamment les effets des bombes nucléaires larguées sur Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945 respectivement. Mais d'autres animés, comme Godzilla ou Dimension W, questionnent également les conséquences de l'utilisation d'une telle énergie soi-disant propre sur notre futur. On a maintenant une idée du monde qui nous attend une fois le point de non-retour franchi. Et franchement, ça fait pas rêver. Mais du coup, la question c'est comment éviter d'en arriver là. Suggested if a farmer sees a tree that is unhealthy, they don't look at the branches to diagnose it, they look at the root. So like that farmer, we must look at the root. Les animés ont une force que tous les essais et autres études scientifiques n'ont pas, un pouvoir de persuasion. La persuasion, c'est ce qui va aller chercher en toi des émotions, là où la conviction, au contraire, va plutôt chercher ton sens logique. Les messages transmis au travers de Nausicaa ou de Princesse Mononoke ont bien plus de chances de te marquer. Et là, je vais juste faire appel à la recherche scientifique. Les émotions pourraient être au cœur d'un nouveau type d'apprentissage. D'après un article de Frédéric Cuisinier,
publié dans la revue Recherche et Formation en 2016. Et en vrai, il n'y a pas besoin non plus de s'interroger 1000 ans. Pourquoi est-ce que tu te souviens plus de moments joyeux ou de moments où tu as ressenti de la peur? Tout simplement parce que ton cerveau, il filtre tes souvenirs en fonction des émotions que tu as ressenties et de l'intensité de celles-ci. Les mondes post-apocalyptiques créés dans tous ces animés peuvent susciter chez nous un sentiment d'anxiété, de malaise, voire de dégoût. Et donc, que faire pour contrecarrer ces émotions? La réponse, franchement, elle est toute bête. Tirer des leçons de ce qui a provoqué un effondrement. Et les animés sont facilement transposables à notre réalité, ce qui fait justement leur force. Et il ne faut pas oublier que le manga a été pour le Japon un outil dans d'innombrables situations. Fin 19e, début 20e, il était à l'origine de nombreuses satires à l'égard de la vie politique japonaise. Les socialistes et les libéraux l'utilisaient aussi dans leur communication pour rallier de nouveaux partisans. Lors de la militarisation du Japon dans les années 30 puis pendant la guerre, le manga était un outil de propagande pour enrôler la jeunesse dans diverses organisations patriotiques, pouvant rappeler les jeunesses hitlériennes et les komsomols soviétiques. Après 1945, il est là pour panser les blessures de la guerre et des deux bombes nucléaires. On l'a même utilisé dans les années 80 pour expliquer les exploits de l'économie japonaise. En bref, le manga, c'est pas juste un objet de divertissement que certains peuvent considérer comme simplet. Pas vrai, monsieur Zemmour? Vous avez quand même introduit un truc d'une rare indigence et d'une médiocrité inouïe. Oh! Dans cet épisode, j'ai choisi de me concentrer sur les animés parce que c'est plus facile à illustrer pour la vidéo. Mais ce que je dis, c'est carrément valable pour les mangas aussi. En fait, quand on a un média qui touche autant d'individus au travers le monde, comment ne pas imaginer qu'il puisse servir à sensibiliser à certaines causes, comme l'écologie. Let me suggest that if a farmer sees a tree that is unhealthy, they don't look at the branches to diagnose it, they look at the root. So like that farmer, we must look at the root. Ce sujet me tient particulièrement à cœur et pour une raison toute simple, c'est qu'il s'agit de mon sujet de mémoire. Comment regarder des animés peut te sensibiliser à l'écologie? Bien sûr, pour certains, ça sera plus simple, plus flagrant, tandis que pour d'autres, ça va te demander un peu plus d'analyse. On part sur un exemple simple. Dans les premiers épisodes de My Hero Academia, est-ce que tu te rappelles du moment où Izuku doit nettoyer une plage pour s'entraîner? Eh bien, il s'agit là d'un message engagé de la part de l'auteur. C'est subtil, mais ça interroge. Tu veux un autre exemple? Dans One Punch Man, l'un des premiers adversaires de Saitama n'est autre qu'un avatar de la Terre, en personne, qui cherche à exterminer les humains pour se venger de toutes les crasses qu'ils lui font. Bon, c'est sûr qu'après ça, s'il reste des survivants, il y a quand même peu de chances de les faire voter pour le parti écologiste. Ce même esprit de vengeance se retrouve dans Princesse Mononoke de Hayao Miyazaki. Les esprits de la forêt sont furieux de la façon dont les humains traitent la nature. Bien sûr, ce concept d'esprit est au cœur de la religion shintoïste, et donc la population japonaise est peut-être plus facilement réceptive à ce type de message. Mais il n'empêche que Princesse Mononoke nous offre une autre façon de voir la nature et de concevoir la vie qui nous entoure. Quand on voit le nombre d'individus qui se disent avoir été bercés par les films de Miyazaki et du studio Ghibli, on est obligé de s'interroger sur les impacts concrets de ces œuvres sur leur vie quotidienne et sur leur vécu. Bon, il est temps de conclure, vous vous en doutez, le titre de cette vidéo était quand même vachement aguicheur de ma part. Non, c'est pas les animés qui vont vraiment nous sauver. Ils ne peuvent pas réduire le réchauffement climatique et encore moins la pollution, malheureusement. Par contre, ils peuvent interroger les millions de spectateurs qui les visionnent chaque jour et propager, par effet domino, des messages et des questions au sein des sociétés. Je pense qu'on sous-estime largement le pouvoir des animés et des mangas et c'est d'ailleurs pour ça que je fais un mémoire sur ce sujet. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Juste avant que tu t'en ailles, je dois te poser une petite question et que tu me répondes dans les commentaires. Est-ce que tu as remarqué dans des animés ou des mangas des moments qui traitaient de l'écologie? Allez, sur ce, n'oublie pas, like, abonne-toi, active la cloche et à la prochaine.